Donc on va résoudre deux exercices de mécanique relativiste. Le premier, en fait, pour avoir des relations entre les quantités relativistes que sont l'énergie cinétique, la vitesse d'une particule, sa masse, et on va résoudre également un deuxième exercice qui est sur la diffusion élastique symétrique de deux protons. Donc ce sont deux exercices de mécanique relativiste. Donc je vais commencer par le premier, on va le corriger. Je ferai ensuite le deuxième exercice et on en fera également une correction. Voilà. Alors, premier exercice. Relation relativiste entre M, P, T et V. Application. Donc, soit une particule de masse M, de quantité de mouvement P, d'accord, ça démarre bien, c'est donc la quantité de mouvement P. On sait que la quantité de mouvement est reliée à la vitesse par P égale mv dans R3, mais nous on va considérer des quadrivecteurs, d'accord, puisqu'on travaille en mécanique relativiste. Donc d'énergie cinétique grand T, donc on a grand T l'énergie cinétique, animée d'une vitesse petit v, toutes ces grandeurs étant mesurées dans le référentiel grand R du laboratoire. On pose le fameux paramètre gamma qui intervient dans la transformation de Lorentz et qui intervient en relativité et que vous devez connaître sur le bout des doigts. Donc gamma, c'est 1 moins v sur c au carré à la puissance moins 1 demi. Hein. D'accord? Donc 1 sur racine de 1 moins bêta carré, où bêta c'est le rapport v sur c. Euh, les vitesses de notre particule, et c'est la vitesse de la lumière. Donc on nous demande d'exprimer grand T, donc l'énergie cinétique de notre particule, et le quadrivecteur P et la quantité de mouvement en fonction de la masse de la particule et du facteur de Lorentz gamma. On nous demande ensuite d'exprimer donc l'énergie cinétique T en fonction de la quantité de mouvement P et toujours de la quantité de Lorentz du facteur gamma. Et ensuite, on nous demande d'établir une relation, voilà, qui est la vitesse, la quantité de mouvement, la célérité de la lumière, l'énergie cinétique. Bon. Alors, je lis pas le 2, en fait, c'est indépendant. Le 2, je le lirai lorsque on sera donc à la résolution du 2. Donc, simplement, je vais corriger la première partie. Alors, donc on a une particule de masse m, on nous donne son vecteur quantité de mouvement p, on sait, ça c'est du cours de relativité restreinte, hein, que l'énergie d'une particule, c'est sa masse moins son énergie de repos, donc mc au carré, c'est pas l'énergie comme le dit la vulgarisation scientifique d'Einstein, c'est l'énergie de masse ou l'énergie au repos, d'accord? On considère donc cette vitesse v de la particule dans le référentiel du laboratoire qui est notre référentiel grand R. On a gamma qui vaut 1 sur racine de 1 moins v sur c au carré et on nous demande d'exprimer l'énergie cinétique en fonction de la masse et de gamma. Alors, comme souvent c'est le cas en mécanique relativiste, donc on fait intervenir les quadrivecteurs. Pourquoi? Parce que les quadrivecteurs tels qu'ils ont été définis dans la relativité, en relativité, hein, euh, restreinte, ici, en ce qui nous concerne, sont des invariants par transformation de Lorentz. Ok? Alors, par définition même, on a le quadrivecteur quantité de mouvement. Je le note P avec un underscore, en dessous un petit underscore pour dire que c'est bien un quadrivecteur. Donc il a 4 composantes. Une première composante temporelle, qui est le rapport de l'énergie de la particule sur C, la célérité de la lumière. Ok? Et effectivement, les trois autres composantes sont les composantes spatiales du vecteur quantité de mouvement P dans R3 en mécanique newtonienne classique. Ok? Donc P, comme vous le savez, est égal à mv, donc c'est vrai dans R3 en mécanique classique, donc c'est d'autant plus vrai en termes de quadrivecteur. Donc V underscore étant le quadrivecteur vitesse. Donc P underscore, donc qui est le quadrivecteur quantité de mouvement, se déduit du quadrivecteur vitesse, qui est exprimé ici. Donc je vous le rappelle, le quadrivecteur vitesse, donc V underscore, est égal au coefficient gamma, hein, donc au paramètre gamma de Lorentz, 1 sur racine de 1 moins V sur C au carré, qui permet de connaître, je dirais, l'écart relatif de vitesse de ma particule par rapport à la vitesse de la lumière, donc multiplié par donc, le quadrivecteur, C, pour la composante en fait temporelle, et V, vecteur vitesse de ma particule exprimé dans un référentiel en cartésienne, en polaire, en cylindrique, enfin. Donc il y a trois composantes, on va dire Vx, Vy et Vz. Alors l'énergie de notre particule, vous le savez, c'est gamma mc au carré, d'accord? Donc gamma mc au carré, donc c'est pas mc au carré comme le croit la croyance populaire. Mc carré c'est énergie de masse, énergie de repos. Donc autrement dit, l'énergie de ma particule est égale au produit du coefficient de Lorentz, d'accord?
effectivement, plus le coefficient gamma est important, plus mon énergie, la particule a de l'énergie, donc plus V tend vers C, plus V sur C sera tendra vers 1, et plus on divisera en fait par un facteur proche de 0, donc ça va augmenter. Donc gamma, en fait, pour des vitesses très importantes, va en fait réaliser une énergie de la particule très très grande. Ok. Donc la relation en fait qui nous permet de déterminer l'énergie cinétique, on sait que l'énergie totale de la particule, c'est la somme de son énergie cinétique T et de son énergie de masse ou d'énergie au repos mc au carré. Autrement dit, l'énergie cinétique de la particule, c'est la différence entre l'énergie totale de la particule, E, d'accord, donc diminué de son énergie de masse, de son énergie au repos, d'accord. E étant égal à gamma mc carré, on a gamma mc carré moins mc carré en facteur. Autrement dit, l'énergie cinétique de ma particule se met sous la forme gamma moins 1, donc gamma facteur de Lorentz, moins 1. C'est un scalaire multiplié par la masse de ma particule, multiplié par le carré de la vitesse de la lumière. Autrement dit, cette énergie cinétique, on voit bien qu'elle dépend du facteur de Lorentz, elle est fondamentalement liée à la vitesse de ma particule. Ok. Donc, donc en fait, on peut obtenir dans cette relation, donc maintenant, ce qu'on nous demande, c'est d'exprimer T en fonction de la quantité de mouvement P. Donc, on va faire intervenir le quadrivecteur quantité de mouvement P. Le quadrivecteur de P, le carré scalaire, en fait, de notre quadrivecteur quantité de mouvement, ça, c'est le carré scalaire du quadrivecteur quantité de mouvement, P au carré. Et, bien évidemment, le carré scalaire fait intervenir le produit scalaire, mais pas le produit scalaire traditionnel au sens de R3, mais le produit scalaire défini en mécanique relativiste. Ok. Autrement dit, si vous avez un vecteur ici, le carré scalaire de P, c'est la première composante au carré, donc c'est pour la partie temporelle, auquel on soustrait la deuxième composante, la composante spatiale au carré. Hein. Donc, effectivement, P underscore carré, qui est le carré scalaire de notre vecteur quantité de mouvement, est égal à m carré multiplié par le carré scalaire de notre quadrivecteur vitesse, u au carré ici, d'accord. Bien, donc on a juste à, effectivement, à substituer. Donc, c'est égal à mc au carré. Et c'est égal à, donc, le quadrivecteur vitesse, le quadrivecteur quantité de mouvement, il est ici. Donc, c'est E carré, c'est E sur C fois E sur C, donc E sur C carré, moins, auquel on soustrait la composante spatiale, moins P au carré. P ici, c'est le vecteur quantité de mouvement, d'accord? Là, on a le quadrivecteur, donc c'est un P underscore quantité de mouvement. Ce quadrivecteur se construit, comme vous le savez, à partir du vecteur quantité de mouvement, d'accord? De la manière suivante. P égale E sur C et le vecteur quantité de mouvement. Ça, c'est notre quadrivecteur quantité de mouvement. Ok, donc en fait, on a bien une première composante, E sur C au carré, qui est la composante spatiale, auquel on soustrait, on peut dire la composante radiale. Moi, je dis la composante spatiale, mais bon, c'est composante radiale. Donc, P au carré est égal à E carré sur C carré, moins M carré C carré, puisque le carré scalaire du quadrivecteur quantité de mouvement donc, est égal à mc carré. Donc on en déduit, puisque E est égal à gamma mc carré, autrement dit E au carré c'est gamma carré m carré c puissance 4, divisé par C2, donc il n'y a plus que du C2. Et donc on a du gamma 2 M2 C2 auquel on soustrait du M2 C2. Autrement dit, la quantité de mouvement de ma particule P, d'accord, c'est pas mon quadrivecteur, ici c'est vraiment la partie quantité de mouvement de mon quadrivecteur, quantité de mouvement P, est égal, donc est proportionnel à mc, donc proportionnel à la masse de ma particule, la célérité de la lumière, mais fait intervenir effectivement la racine carrée de gamma carré moins 1. Autrement dit, effectivement, on a une croissance quasi linéaire, hein, pour de grandes vitesses, enfin linéaire non, pas forcément, il faut pouvoir étudier donc gamma en fonction de V. Mais donc P se met sous cette forme. Euh, voilà. Donc, on nous demande maintenant, petit b, d'exprimer l'énergie cinétique en fonction de la quantité de mouvement de ma particule P et du facteur de Lorentz gamma. Alors effectivement, j'ai noté ici en vert que ce sont les relations de base de la mécanique relativiste. Ça, c'est du cours. Donc effectivement, ça a été démontré dans le cours. Moi, je vous ai fait une vidéo entière de cours de mécanique relativiste.
Cherchez-la si vous l'avez pas vue. Je pense qu'elle est pas mal faite. Mais donc, c'est du cours, donc on part de là pour pouvoir établir des relations. Donc, si vous avez un sujet d'examen, sujet de concours, euh, en licence 3, en master 1, voilà, là où vous étudiez la mécanique relativiste, ces relations, en fait, sont considérées comme du cours, donc il faut partir de ces relations pour pouvoir démontrer ce qu'on a à démontrer. Donc, je le répète, le quadrivecteur quantité de mouvement P est défini comme le quadrivecteur qui a pour première composante la composante spatiale, donc qui est le rapport de l'énergie sur la vitesse de la lumière, et pour deuxième composante, effectivement, le vecteur quantité de mouvement dans R3 tel que l'on connaît. Donc, ce quadrivecteur quantité de mouvement P est égal à m fois m gamma, donc gamma qui vaut 1 sur racine de 1 moins v sur c au carré, multiplié par c et v. Autrement dit, le quadrivecteur quantité de mouvement, c'est en tant que scalaire, hein, d'accord. Dans le premier terme, on a un scalaire. Effectivement, la deuxième composante est une composante vectorielle à 3 dimensions, hein. Notre quadrivecteur P, et d'ailleurs la plupart, et quasiment tous les quadrivecteurs qui interviennent en mécanique relativiste, que ce soit le quadrivecteur quantité de mouvement ici, le quadrivecteur vitesse, quadrivecteur énergie-impulsion, voilà, tous les quadrivecteurs qui interviennent en mécanique relativiste ont 4 dimensions et il est d'usage de noter en fait la première composante du quadrivecteur comme étant la dimension temporelle. Voilà. C'est pas obligatoire, mais c'est un usage. Après, si on le fait pas, il faut bien comprendre la notion de produit scalaire qui a été introduite en relativité restreinte et pas se tromper dans les signes des calculs en fait. Ok, donc P, le quadrivecteur P, quantité de mouvement, P underscore, quadrivecteur P, est égal à M, la masse de la particule, multiplié par gamma, donc le facteur de Lorentz qui vaut 1 sur racine de 1 moins V sur C au carré, multiplié par donc, ce quadrivecteur C, donc le scalaire qui est la vitesse de la lumière, et V. L'énergie donc de ma particule est égale au produit donc du facteur de Lorentz gamma multiplié par la masse de la particule multiplié par le carré de la vitesse de la lumière. Et donc le vecteur quantité de mouvement P est égal à gamma fois m fois le vecteur vitesse. D'accord. Notre vecteur quantité de mouvement de ma particule est collinéaire à mon vecteur vitesse via un coefficient gamma m. Donc il va de soi que plus v tend vers c, plus gamma est important. Pour des vitesses très négligeables devant la vitesse de la lumière, on retrouve que gamma vaut 1, et donc on retrouve le vecteur quantité de mouvement P égale mv, classique en mécanique newtonienne. Okay, la relativité restreinte étant une généralisation, étant une théorie qui est construite sur la mécanique newtonienne. Donc la mécanique newtonienne est inclue dans la relativité restreinte. Okay, autrement dit, on doit retrouver la mécanique newtonienne lorsque l'on a des considérations de vitesse qui nous permettent de considérer la mécanique newtonienne. D'accord. Donc, l'énergie cinétique de ma particule, notée grand T, est égale à gamma moins 1 mc au carré. Le vecteur, non, la quantité de mouvement donc de ma particule élémentaire est donc racine carrée de gamma carré moins 1 fois mc. Alors, il ne faut pas que la masse intervienne, effectivement, c'est ce qu'on nous demande. Donc, on va se séparer de la masse en faisant effectivement le rapport de T sur P. Donc, puisque T est égal à gamma moins 1 mc carré, P égale racine de gamma carré moins 1 mc. Si on fait le rapport de l'énergie cinétique sur la quantité de mouvement, ben, le facteur de masse n'intervient pas. Et on a donc que T sur P est égal à gamma moins 1 sur racine de gamma carré moins 1. Gamma carré moins 1, c'est gamma moins 1 facteur de gamma plus 1, autrement dit, fois c, d'accord. Il y a effectivement du c carré sur c, donc ce rapport est proportionnel à la vitesse de la lumière. Le rapport entre l'énergie cinétique de ma particule et la quantité de mouvement de ma particule est proportionnel à la vitesse de la lumière. Bon là, il y a une erreur, c'est gamma moins 1 sur gamma plus 1 fois c, d'accord. Donc j'ai oublié le c ici, vous le corrigez, hein, vous rectifiez bien, donc c'est juste jusque là. Ok, donc T sur P est égal à gamma moins 1 sur racine de gamma 2 moins 1 C. Et là, il y a une petite erreur de ma part, un oubli, j'ai oublié le C, la vitesse de la lumière. Mais dans la formule générale, je ne l'ai pas oublié. Et donc, de cette relation-là, on en déduit l'énergie cinétique de ma particule, qui est exprimée en fonction de la quantité de mouvement de ma particule, et du facteur de Lorentz gamma, qui est intrinsèque à la vitesse de déplacement de ma particule élémentaire. Ok. Donc, on nous demande ensuite d'établir une relation. Alors,
Alors, la définition de l'énergie, alors effectivement, ça c'est vraiment du cours. Donc, je l'ai donné, je la redonne, donc bien à connaître. L'énergie totale de ma particule, c'est la somme de mon énergie cinétique et de mon énergie de masse. mc carré, c'est l'énergie de masse au repos de ma particule. Hein, d'accord? On peut se considérer qu'elle est au repos si on considère des électrons qui sont dans une cathode et voilà, on les considère au repos s'ils ne sont pas accélérés par une différence de potentiel. Donc, on peut considérer cette énergie de repos. Donc, remarque, effectivement, l'énergie totale de ma particule, donc, c'est gamma mc carré, d'accord, donc, bien connaître. Le vecteur quantité de mouvement de ma particule est donc égal à gamma mv en mécanique relativiste. Pour des vitesses v très faibles devant la vitesse de la lumière, ben, gamma va tendre vers 1, puisque gamma c'est 1 sur racine de 1 moins v sur c au carré. Si v sur c est très petit devant 1, on va avoir au dénominateur du 1 moins quelque chose de 0, donc on a 1 divisé par 1 et ça tend vers 1. Donc on retrouve bien, je me répète, c'est important, pour bien comprendre ce que l'on fait et ce que l'on mesure en mécanique relativiste, on mesure de grandes vitesses, des vitesses proches de la lumière. Donc P égale gamma mv. La définition du carré scalaire, le carré scalaire donc, du quadrivecteur quantité de mouvement, ben, P underscore carré, c'est le carré scalaire de mon quadrivecteur quantité de mouvement, qui vaut m carré c carré, qui est égal au carré donc, de la première composante temporelle, auquel on soustrait la composante spatiale, donc E2 sur C2 moins P2. Alors, on nous demande de démontrer en C la relation que la vitesse v de ma particule, en fait, exprimée en fonction de la lumière, est égale à un coefficient adimensionné, on va le voir tout de suite, qui est Pc sur t plus mc carré. Okay, autrement dit, on nous dit que la vitesse de la particule est égale au donc, produit de sa quantité de mouvement par la célérité de la lumière, divisé par l'énergie cinétique plus l'énergie de repos fois c. Alors Pc, le produit de la quantité de mouvement par la vitesse, c a bien la dimension d'une énergie. Hein. Je vous rappelle qu'une énergie cinétique en mécanique newtonienne, c'est du type 1,5 de mv2, autrement dit c'est proportionnel à m, c'est des kilos. V au carré, bah, c'est des mètres secondes moins 1 et v au carré, donc c'est des mètres carrés secondes moins 2. La quantité de mouvement m, p, c'est du mv, donc c'est proportionnel à une masse par une vitesse, c c'est une vitesse, donc on a une masse par une vitesse au carré, et c'est bien homogène à une énergie, d'accord? C'est intéressant, et plus qu'intéressant, c'est important de bien comprendre si on manipule des grandeurs qui ont une dimension énergétique, une dimension physique, ou si on manipule des coefficients adimensionnés. Ici, on nous demande de démontrer que v est le produit d'un coefficient adimensionné par c. Alors, on va partir de mes deux équations, 1 et 2, que j'ai entourées ici en bleu clair. Autrement dit, la première 1 qui nous donne effectivement le quadrivecteur quantité de mouvement en fonction de C et V, comme M gamma C V, et la relation 2 qui nous donne le vecteur quantité de mouvement cette fois-ci, donc ne pas confondre avec le quadrivecteur. Le vecteur quantité de mouvement est inclus dans le quadrivecteur quantité de mouvement, d'accord? Il est inclus, il n'est pas égal. Donc P égale gamma mv. Donc si on fait 2 sur 1, si on fait cette équation divisée par celle-ci, on s'aperçoit que gamma va sortir, m va sortir, et on va avoir du V, on va avoir une relation vectorielle. On va avoir donc, si on fait P sur E, on va avoir gamma mv sur gamma mc carré, autrement dit, on va avoir V sur c carré. De là, on en déduit notre vitesse de la particule. La vitesse de la particule V donc, est donc égale au produit donc, de sa quantité de mouvement par le carré de la vitesse de la lumière, divisé par son énergie totale. Eh bien, on remplace l'énergie totale par ses composantes, en fait, sa composante en énergie cinétique T et sa composante en énergie de masse, donc en énergie au repos mc au carré, et on a l'équation demandée. Okay, donc je vais revenir sur l'énoncé en deux. Donc on a un faisceau de pions qui bombarde une cible constituée de protons pour donner naissance à des mesons K d'énergie cinétique T de 325 mégaélectronvolts et de quantité de mouvement P 650 mégaélectronvolts par unité de C. C'est du C carré, je crois. Bon, on nous demande de calculer successivement d'abord donc la vitesse du meson dans le référentiel R du laboratoire et ensuite la masse du meson. Voilà. Et ensuite, il y aura une application numérique à faire. On va la voir ensuite. Donc, je vous ai laissé chercher. Je suppose que vous avez mis sur pause. Donc la correction.
Donc la modélisation est la suivante. On a donc un faisceau de pions qui bombarde ici une cible. La cible est là. Donc cette cible est constituée de protons. Donc ces mesons ont une certaine énergie cinétique. Attendez, c'est l'énergie cinétique, voilà, donc une certaine énergie cinétique qui est égale tout de même à 325 mégaélectronvolts, c'est assez énorme. Donc je vous fais une petite remarque ici, on utilise des multiples d'électronvolts pour définir les énergies et pas les joules. Effectivement, on pouvait poser la question pourquoi on ne parle pas d'énergie en joules. Bon voilà, c'est la définition des mégaélectronvolts pour éviter aussi de se trimballer des 10 des 10 10, des 10 puissance 10 de partout dans les calculs, je pense. Alors, dire que la quantité de mouvement est égale à 650 mégaélectronvolts par C, c'est équivalent à dire que donc le produit de P par C, c'est 650 mégaélectronvolts, d'accord? Autrement dit, ça va être deux fois l'énergie cinétique, ok? Donc, effectivement, la quantité de mouvement donc de ces maisons est, est deux fois leur énergie cinétique. Alors, on nous demande la vitesse des maisons de K dans R. Alors, on reprend la relation que l'on avait démontrée précédemment, qui nous donnait l'énergie cinétique grand T. Ici, c'est un grand T, c'est pas un plus. Hein, c'est vrai que j'ai mal fait monter, mais c'est un T de énergie cinétique, c'est pas un plus. Donc, qui est exprimé en fonction du coefficient de Lorentz gamma et de la quantité de mouvement de ma particule P. Autrement dit, l'énergie cinétique grand T, donc exprimée en mégaélectronvolts, va être égale au produit d'un facteur, d'un coefficient adimensionné qui fait intervenir gamma, qui est donc égal racine de gamma moins 1 sur gamma plus 1, fois la quantité de mouvement de ma particule multipliée par la célérité de la lumière. Là, on vient de le démontrer, ça. Bien, de là, ben, on en déduit que, après, c'est un jeu d'écriture pour trouver V, hein, tout simplement, puisque T, on sait l'exprimer en fonction de gamma. Donc on va voir que T sur PC, donc fait passer PC P fois la quantité de mouvement par la célérité de la lumière à gauche, est égal à racine de gamma moins 1 sur gamma plus 1. T sur PC c'est égal à 1,5, puisqu'on l'a vu ici, on a calculé avec les données numériques, on a une énergie cinétique de 325 mégaélectronvolts, on a une valeur de P fois C qui vaut 650 mégaélectronvolts, c'est égal à 2 fois T, hein, 650 c'est 2 fois 325. Autrement dit, T sur PC, numériquement, c'est 1,5. Donc on a une racine, on a un radical, donc on va l'éliminer, donc on met tout au carré, donc on va avoir du gamma moins 1 sur gamma plus 1 qui est égal à 1 quart. Donc on met tout du même côté, donc 4 fois gamma moins 1 moins gamma plus 1 est égal à 0, 3 gamma moins 5 est égal à 0, on en déduit que gamma est égal à 5 tiers. Or gamma effectivement s'exprime en fonction de la vitesse comme suit, gamma c'est 1 sur racine de 1 moins v sur c au carré. D'où, bon, après c'est du calcul, hein, vous le faites, vous le suivez, mais bon, vous le faites. C'est 1 moins v sur c carré est égal à 3 cinquièmes au carré. On en déduit donc que 1 moins 3 cinquièmes au carré égale v sur c au carré. D'où la vitesse v, v carré égale c carré multiplié par 25 moins 9 sur 25. C'est c carré 16 sur 25. 16 sur 25, c'est 4 cinquièmes au carré. On en déduit donc la vitesse de nos protons incidents, à peu près 80% de la vitesse de la lumière. Voilà. Donc, si la lumière est à 300 000 km/s, les protons se déplacent à peu près à 240 000 km/s quand même. Voilà, donc maintenant qu'on a la vitesse, on peut en tirer la masse, puisqu'on nous demande ensuite effectivement en deuxième partie la masse du méson K. Donc, alors, on utilise la relation qui nous donne donc l'énergie cinétique T de la particule en fonction de sa masse. T, c'est gamma moins 1 fois la masse fois c carré. Gamma, on vient de le calculer précédemment avec les données du problème. D'accord, donc on substitue. Gamma, ça vaut 5 tiers, donc 5 tiers moins 1 fois mc2. Autrement dit, l'énergie cinétique, c'est 2 tiers de mc au carré. D'accord, mc carré, c'est la dimension d'électronvolts. mc carré vaut 3 demi de l'énergie cinétique. L'énergie cinétique, on nous l'a donné, c'est 325 mégaélectronvolts, énergie cinétique des protons incidents. Ok. Donc, on a déduit la masse en fait de nos protons incidents. Leur masse est de 488 mégaélectronvolts par C carré. Alors effectivement, pourquoi est-ce qu'on exprime la masse en mégaélectronvolts par C carré pour des particules élémentaires et pourquoi on n'exprime pas leur masse en kilos ou en grammes? Tout simplement par commodité, on exprime la masse en mégaélectronvolts par C carré parce qu'on travaille dans un système d'énergie approprié, bon, pour lequel la vitesse de la lumière souvent C égale 1
et H la constante de Planck qui égale 1, sinon on se traînerait des 10 puissance moins 20 en permanence. Autrement dit, l'unité de mesure de masse, qui est homogène à une masse, hein, d'accord, c'est ça qui est important, c'est que c'est homogène à une masse, le méga électronvolt par C au carré est homogène à une masse, et c'est beaucoup plus commode pour exprimer les masses dans les calculs de particules élémentaires. Ok, alors maintenant on va résoudre la troisième partie, qui est en fait une application numérique. Donc on nous dit qu'à haute altitude, un méson pi de masse m égale 138 mégaélectronvolts par c carré possède une énergie cinétique de 212 mégaélectronvolts dans le référentiel grand R du laboratoire. Calculer la quantité de mouvement et la vitesse de ce méson pi dans le référentiel grand R. Okay. Donc la correction. Ok. Alors, on a effectivement donc M qui est égal à 138 mégaélectronvolts par C carré. On nous donne T, l'énergie cinétique, 212 mégaélectronvolts par mégaélectronvolt. Calculer P et V. Alors on utilise la relation, on utilise toujours pareil le carré scalaire du quadrivecteur quantité de mouvement qui vaut M carré C carré. Le quadrivecteur quantité de mouvement a pour première composante E sur C, pour deuxième composante le vecteur quantité de mouvement. On effectue le produit scalaire au sens scalaire en relativité, d'accord. Donc la première composante au carré, donc qui est la composante temporelle, E carré sur C carré, diminué de la composante spatiale, donc P au carré. On a E au carré, donc ça c'est une relation de cours, donc l'énergie au carré est égale à M carré C puissance 4 plus P carré C2. De là, on en déduit la quantité de mouvement exprimée en fonction de l'énergie totale et la masse de la particule. Autrement dit, P2 est égal à 1 sur C2, facteur de E2, E carré moins M carré C puissance 4. On ne nous donne pas l'énergie effectivement dans le problème, mais on nous donne l'énergie cinétique, d'accord. Donc P2 égale 1 sur C2, facteur de, donc on exprime l'énergie en fonction de l'énergie cinétique. E, c'est l'énergie totale de la particule, c'est la somme de son énergie cinétique grand T ici, plus son énergie de masse, donc l'énergie de repos mc au carré, hein, c'est une forme d'énergie potentielle, hein, d'accord, l'énergie de masse de la particule, on peut la considérer comme une forme d'énergie potentielle, comme on pourrait le considérer en mécanique newtonienne. D'accord, donc le tout au carré moins m carré c4. Donc on développe et on obtient donc du T2 plus m carré c4, donc auquel on soustrait m carré c4, donc ça s'annule, et il y a le double produit qui intervient, c'est donc 2t, 2t mc2. Voilà. Donc la quantité de mouvement que l'on cherche est donnée par PC. Donc on a P2C2, on fait passer à gauche et on prend le radical. Donc PC est donc effectivement la quantité de mouvement qu'on cherche, c'est égal à la racine carrée du carré de l'énergie cinétique de ma particule, plus 2 fois l'énergie cinétique de la particule, multiplié par sa masse, multiplié par le carré de la vitesse de la lumière. Voilà. Alors on fait une application numérique, donc T c'est 212 mégaélectronvolts. C'est donc la racine carrée de 212 au carré plus 2 fois T, donc 2 fois 212 mc carré, donc l'énergie, donc 138 mégaélectronvolts, et on obtient que cette quantité de mouvement de la particule est de 322 mégaélectronvolts. D'où une quantité de mouvement donc de 322 mégaélectronvolts par C. De là, on en déduit la vitesse en utilisant la relation V égale PC au carré sur l'énergie totale. Autrement dit, PC sur, on utilise en fait la relation qu'on avait démontrée précédemment, hein, on pouvait la sortir directement. V est égal à PC sur l'énergie cinétique plus MC carré fois C. Donc on avait la relation qu'on a établie au grand 1 petit c. Donc 322 sur 212 plus 138c. Autrement dit, on a une vitesse à peu près de 0,92c. Donc c'est une particule qui va quand même très très vite, plus de 90% de la vitesse de la lumière. Donc voilà pour cet exercice corrigé. On va maintenant aborder le deuxième exercice, qui est la diffusion élastique symétrique de deux protons. Donc je vais lire l'énoncé. Bon, je vais pas tout lire, je vais lire juste, je pense, la première partie qui va nous servir pour la correction, et je corrigerai donc au fur et à mesure des questions. Donc on a un proton incident de masse m, 938 mégaélectronvolts par c carré, d'énergie cinétique grand T, qui heurte effectivement un proton au repos dans le référentiel du laboratoire qu'on appelle le référentiel grand RL.
Donc ici on a notre proton incident, donc avant la collision, il va heurter donc frontalement donc un proton cible qui sera au repos. On nous dit qu'après cette collision élastique, les deux protons sont diffusés, donc il y a un proton incident, un proton qui est heurté, de manière symétrique par rapport à la direction de la vitesse, puisqu'on a une vitesse suivant l'axe des x, du proton incident, d'accord. On nous dit que alpha, c'est l'angle formé en fait entre les directions des protons diffusés. Donc les directions des protons diffusés, c'est les directions des vecteurs vitesse, et donc les directions des vecteurs quantité de mouvement, puisque P est collinéaire à V, hein, P égale mv, d'accord, ouais, mais tu es un scalaire. Donc soit alpha, l'angle entre les directions des protons diffusés dans RL. On nous demande d'exprimer l'énergie totale, grand E, et le module de la quantité de mouvement totale du système, des deux protons, en fonction de mc carré et t. Voilà. Bon, je ferai les autres questions après. Alors, donc j'ai repris la modélisation. Donc on a P, on a un proton incident, on a un proton qui va être heurté, et ça va nous donner en fait une diffusion de ces deux protons, un qui va partir vers le haut avec un angle d'incidence alpha sur 2 par rapport à l'horizontale, et l'autre qui part vers le bas avec un angle d'incidence moins alpha sur 2. On a une masse du proton qui, je rappelle, est 938 mégaélectronvolts par c carré. Donc du mégaélectronvolt, c'est du 10 puissance 6 électronvolts par c carré. 10 puissance 6, 938, on est à peu près à l'ordre de grandeur de 1 gigaélectronvolt par c carré. Donc voilà, c'est comme c'est modélisé après le choc. Donc on peut fabriquer une cible de protons simplement pour culture générale en prenant des atomes d'hydrogène et en arrachant les électrons, en appliquant certainement une différence de potentiel. Alors, le quadrivecteur total, incident, c'est le quadrivecteur quantité de mouvement, énergie-impulsion, d'accord, quadrivecteur énergie-impulsion, on peut le noter comme cela, est égal donc au quadrivecteur, à la somme du quadrivecteur du faisceau de proton incident et du quadrivecteur du proton cible. C'est la quadrivecteur énergie-impulsion totale, en fait, avant le choc. Les lois de la conservation du quadrivecteur avant et après collision nous imposent que le quadrivecteur énergie-impulsion avant la collision, qui est égal à la somme du quadrivecteur énergie-impulsion, donc du faisceau du proton incident et du proton cible, qui est au repos dans le référentiel du laboratoire avant le choc, va être égal en fait à ce qu'on va appeler le quadrivecteur final, quadrivecteur énergie-impulsion F final, donc après le choc, qui va être égal à la somme des quadrivecteurs donc de nos deux particules qui sont parties l'une respectivement vers le haut avec un angle alpha sur 2 par rapport à x et l'autre vers le bas avec un angle moins alpha sur 2 par rapport à x. Okay, donc en fait ce sont les mêmes particules dans un choc élastique. On a ces deux particules qui s'entrechoquent et on a à l'issue d'un choc les deux mêmes particules. Il n'y a pas eu de désintégration, il n'y a pas eu de création de nouvelles particules, mais le quadrivecteur quantité de mouvement, le quadrivecteur quantité de mouvement, quadrivecteur énergie-impulsion se conserve et avant et après collision. D'où cette égalité entre quadrivecteurs. Eh bien, on va tout simplement exprimer cette égalité entre quadrivecteurs en substituant par les éléments constitutifs de notre sujet. Donc on a le quadrivecteur énergie-impulsion initiale pour mon faisceau incident, il va être considéré donc pour la partie spatiale E sur C, donc mon faisceau incident a une énergie E, et il a également une quantité de mouvement P, puisque les protons incidents, que vous voyez, le proton P, il est en mouvement, tandis que mon proton cible, il est, euh, il est fixe, d'accord. Donc, quelle est l'énergie quel est le quadrivecteur impulsion énergie de mon proton cible? Eh bien, ça va être pour sa première composante, en fait, E sur C. Son énergie, en fait, du proton cible, c'est uniquement son énergie de masse, puisqu'il n'a pas d'énergie cinétique. Autrement dit, c'est égal à mc au carré, d'accord? Donc, mc au carré, c'est E, divisé par C, ça fait du mc carré sur C, c'est donc mc. Et quel est le vecteur quantité de mouvement de mon proton cible avant la collision donc entre mes deux protons? Sa quantité de mouvement, elle est nulle, puisque la quantité de mouvement, c'est le produit de sa masse par sa vitesse. Il est au repos, sa vitesse est nulle, sa quantité de mouvement est nulle. Ok? Donc, donc on effectue la somme vectorielle, enfin la somme de ces quadrivecteurs.
donc composante à composante, donc la règle reste inchangée entre quadrivecteur et vecteur, et donc le quadrivecteur énergie impulsion de mon système avant le choc va s'écrire, donc pour la composante spatiale, on va avoir du E sur C plus MC, et pour la composante radiale, on va avoir P plus vecteur nul, autrement dit P. Donc là, on a exprimé donc, le quadrivecteur énergie-impulsion de mon système avant le choc. Mon système de deux protons, le premier constitué d'un faisceau de protons incident et le deuxième d'un faisceau de protons, d'un ensemble de protons cibles, donc qui ne sont pas en mouvement, qui sont donc fixes. Donc c'est mon énergie, c'est mon vecteur énergie quantité de mouvement total pour mes protons avant la collision. La collision. Maintenant, l'énergie en fait totale du proton de mon faisceau, ça va être la somme de mon énergie cinétique grand T plus mon énergie de masse au repos mc au carré. D'accord? On va avoir en fait l'égalité, donc on va écrire maintenant le quadrivecteur énergie impulsion après le choc. Donc il est égal après le choc à donc aux deux particules. On va donc avoir EF sur C plus MC qui va être égal à T plus MC au carré sur C plus MC. MC, c'est l'énergie au repos de mon proton dans la cible fixe, d'accord? Donc, de ceci, on en déduit que T est égal, que l'énergie totale est égale à l'énergie cinétique plus 2 fois MC au carré. Donc, ce 2 fois MC au carré, ça représente l'énergie du proton cible. Ok? Donc on a EF carré qui est égal à T plus MC carré, le tout au carré, plus P2, C2. Ok. Donc on a écrit la définition de l'énergie au sens relativiste. L'énergie finale totale au carré est égale à M carré C2 plus P2 C2, donc ça c'est du cours. Donc la formule énergie du quadrivecteur quantité de mouvement, donc on va avoir donc P au carré qui est égal à 1 sur C2. Donc on utilise cette relation, on exprime P en fonction de E et de l'énergie de masse, donc 1 sur C2, E2 moins M2 C4, mais l'énergie totale de mon système final est la somme de mon énergie cinétique grand T et de mon énergie de masse, ou mon énergie au repos, donc potentiel, on va dire MC carré de mes protons, donc c'est EF, c'est la définition de l'énergie, donc on substitue, on a donc P au carré qui est égal à 1 sur C facteur de T plus MC carré au carré moins M carré C4, et maintenant, on s'intéresse uniquement, je dirais, à l'énergie cinétique, d'accord? Donc en fait, on développe ça, on a du T au carré, M carré C4 avec moins M carré C4, donc ça s'annule, il va rester le terme en 2 fois T fois MC carré, ici. Et donc, on en déduit que la quantité de mouvement donc du proton incident de mon faisceau, final, de mon faisceau, est égal à 1 sur C fois la racine carrée de T au carré, donc T étant l'énergie cinétique de mon faisceau incident, plus 2 fois donc l'énergie cinétique de mon faisceau incident, fois la masse de mon proton, fois le carré de la célérité de la lumière. Ok. Remarque, effectivement, je l'ai déjà plus ou moins explicité, la quantité de mouvement de mon faisceau de protons cible est nulle, donc en module, hein, puisque par définition, la cible est immobile. Donc si je regarde Donc si je regarde, effectivement, on a P total qui est égal à la quantité de mouvement totale est égale à la quantité de mouvement du faisceau plus la quantité de mouvement de ma cible. C'est égal à donc à 1 sur C, facteur de racine carrée de T2 plus 2M C2. Donc on s'est servi de ce qui se passe avant la collision pour obtenir la quantité de mouvement total et l'énergie totale. Maintenant, on va regarder la cinématique des deux protons qui, je dirais, qui émerge de la collision. Euh, alors, qui émerge de la collision, effectivement, puisque on nous dit, donc on a exprimé l'énergie totale et le module de la quantité de mouvement du système. On nous demande maintenant de calculer cosinus alpha en fonction du rapport M sur C, MC carré sur T. Donc alpha étant l'angle formé par les deux protons une fois que la collision a eu lieu, d'accord, entre l'angle formé par les vecteurs quantité de mouvement des deux protons ou par les vecteurs vitesse des deux protons. Et on nous demande de faire une application. Les protons incidents sortent d'un accélérateur avec une énergie totale de 5 fois mc carré. Et en fonction de cette énergie incidente, on nous demande de calculer l'angle et l'énergie de chacun des protons diffusés. Ok, alors on va corriger.
Donc, on a effectivement, donc je reprends la modélisation initiale, notre faisceau de photons incident P, et notre cible. Après la collision, on va avoir P1' et P2', d'accord? Donc, P1' et P2' forment un angle alpha sur 2 avec l'axe des X. Donc, on va utiliser ceci pour effectivement trouver les valeurs algébriques de nos quadrivecteurs énergie-impulsion, donc respectivement pour notre système avant collision et notre système après collision. Alors, pour notre système avant collision, bien, on avait vu que le quadrivecteur impulsion se mettait sous la forme énergie du faisceau sur C plus MC, donc l'énergie au repos, pour la composante temporelle. Pour la composante spatiale, on avait un vecteur quantité de mouvement P qui se projette algébriquement entièrement suivant l'axe des X, puisqu'il est collinéaire à l'axe des X. Donc on a suivant X, P, d'accord, algébriquement même positif puisqu'on est dans le sens des X. On a 0 parce qu'on n'a aucune composante du vecteur quantité de mouvement suivant Y. Et on a 0 suivant Z exactement, puisque bon, on considère effectivement un problème plan. Et donc tout se passe dans le plan Z égale 0. En ce qui concerne le quadrivecteur impulsion à l'issue de la collision entre nos deux particules, eh bien, on va avoir donc pour la composante temporelle, ben, E' sur C. On va avoir en fait pour la composante en X, ben, on va avoir la somme des projections donc algébriques des vecteurs P1' et P2' sur X. Autrement dit, P1', ben, le vecteur P1' il se projette sur X en P1' cosinus alpha sur 2. Et P2' se projette sur X également en P2' cosinus alpha sur 2. Autrement dit, la deuxième composante en X de notre quadrivecteur énergie-impulsion, ça va être P1' cos alpha sur 2 plus P2' cos alpha sur 2. Maintenant, sur Y, ben, on remarque que sur Y, ben, P1' il est projeté algébriquement positivement, suivant le sinus de l'angle alpha sur 2, tandis que P2' il va être projeté négativement, ok, suivant l'opposé donc du sinus de alpha sur 2, ok, puisqu'on a la somme vectorielle suivant Y ben, est égale à 0 en fait. Hein. Donc suivant Y, notre quadrivecteur énergie-impulsion pour sa composante spatiale donc, va donc s'écrire sur Y P1' sinus alpha moins P2' sinus alpha sur 2. D'accord? P1' sinus alpha sur 2 moins P2' sinus alpha sur 2. C'est la projection de mes quadrivecteurs. Vous voyez, vous le visualisez très bien, suivant l'axe des Y ici. OK? Et effectivement, on est sur un problème plan. Donc, notre faisceau sortant après la collision, on suppose qu'il est dans l'axe Z égale 0, de par la modélisation du problème, d'où le 0. Donc, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Ben, il nous reste en fait à identifier composante par composante notre quadrivecteur énergie-impulsion initiale avant le choc et notre quadrivecteur énergie-impulsion après le choc, puisqu'il y a conservation de l'énergie et conservation de la quantité de mouvement en mécanique relativiste pour les quantités de mouvement définies en termes de quadrivecteur, d'accord? Autrement dit, on va avoir P ici qui va être égal à P1' cos alpha sur 2 plus P2' cos alpha sur 2, donc première relation. Et on va avoir ensuite 0 qui va être égal à P1' sinus alpha sur 2 moins P2' sinus alpha sur 2. Autrement dit, P1' moins P2', facteur de sinus alpha sur 2 doit être égal à 0. On en déduit quoi? Ben, on en déduit que P1' égale P2' égale P'. Autrement dit, en fait, les modules des vecteurs quantité de mouvement de mes deux particules vont être identiques. Ok? Donc l'équation du haut, donc P1' cos alpha sur 2 plus P2' cos alpha sur 2, sachant que P1' égale P2' égale P', ben, elle peut s'écrire donc maintenant sous la forme de P' cos alpha sur 2, doit être égale à P. Donc P' étant là donc la quantité de mouvement en module de mes particules après la collision, et P étant la quantité de mouvement en module de ma particule avant la quantité de mouvement. Alors effectivement, ici, la seule donnée du problème, c'est l'énergie cinétique. L'énergie cinétique est donnée. Donc c'est l'énergie cinétique du proton du faisceau. D'accord? Et donc on a l'équivalence, l'égalité suivante. On a E' sur C, qui est égal à E1' sur C. Donc E1', l'énergie cinétique du proton qui part vers le haut, d'accord? Plus E2' sur C, E2' étant l'énergie, pardon, énergie cinétique, on parle d'énergie totale, hein, du proton qui part vers le bas. D'accord? Donc,
E', en fait, c'est la somme de l'énergie cinétique plus la somme des énergies de masse des deux protons. Comme les deux protons ont la même masse, on a du 2mc carré pour l'énergie de masse. Ok? Donc sur C. Donc cette égalité, ça vaut quoi? Donc l'énergie totale T plus 2mc carré sur C. Comme on a P1' qui est égal à P2', on en déduit que E1' est égal à E2' est égal à E'. Car effectivement, l'énergie totale, c'est égal à la racine carrée de mc carré, mc4 plus P2C2. M2 là, j'ai oublié un M au carré, puisqu'on a l'énergie au carré, c'est M2, l'énergie c'est MC2, l'énergie de masse au repas. Donc j'ai oublié une puissance de 2 là devant la masse, vous rectifierez à ma place. Donc les protons ont même masse et même quantité de mouvement, donc en fait les énergies seront les mêmes. Donc on va avoir 2E' qui est égal à 2T' plus 2mc carré, qui est égal à grand T plus 2mc carré. On en déduit que T' égale T sur 2. Autrement dit, les énergies cinétiques, en fait, l'énergie cinétique initiale va être divisée par 2. Bon, ce qui peut paraître aussi assez logique compte tenu de la symétrie du problème. Donc l'énergie cinétique de chaque photon diffusé après donc la collision vaut la moitié de l'énergie cinétique du photon du faisceau. Donc il a donné effectivement la moitié de son énergie. Le faisceau a donné la moitié de son énergie à chacune des particules. Bon, donc on a T' égale T sur 2. On a P' qui vaut 1 sur C racine de T' carré plus 2T' MC au carré, E' qui vaut T' plus MC carré. L'énergie totale est conservée, donc l'énergie totale étant la somme de l'énergie cinétique et de l'énergie totale. On a le vecteur quantité de mouvement, puisqu'on nous demande d'exprimer l'angle alpha, hein, d'accord? On nous demande, je vous rappelle, d'exprimer l'angle alpha en fonction du rapport mc carré sur t. Donc, on doit tout exprimer en fonction du rapport mc carré sur t, donc il faut s'abstraire de la quantité de mouvement, hein, puisqu'on donne tout en fonction de l'énergie cinétique grand T. Donc, cosinus alpha, c'est P sur 2P'. P, on l'a exprimé en fonction de T, c'est 1 sur C racine de T2 plus 2T mc carré. P', c'est 1 sur C racine de T sur 2 au carré plus 2 fois T sur 2 mc carré. On en déduit que, après c'est des maths élémentaires, c'est l'algèbre de base. Cos carré alpha sur 2 est égal à 1 quart de T2 plus 2mt c carré sur T2 sur 4 plus Tmc carré. Donc on sort T en facteur, on réduit tout au même dénominateur, on a du T... facteur de t plus 2mc carré sur t, facteur de t plus 4mc carré, t se simplifie, et donc on a du t plus 2mc carré sur du t plus 4mc carré. On utilise la relation trigonométrique connue, cosinus 2 alpha c'est 2 cos carré alpha moins 1, autrement dit cos alpha c'est 2 cos carré alpha sur 2 moins 1, puisqu'on nous donne cos carré alpha sur 2. Donc on en déduit quoi? On en déduit qu'effectivement 2 cos carré alpha sur 2 ça va être 1 demi fois ça, moins 1, donc c'est égal à 2t plus 4mc carré sur t plus 4mc carré, moins 1. On en déduit que le cosinus de l'angle alpha formé par les deux faisceaux doit être égal au rapport entre l'énergie cinétique et l'énergie cinétique plus 4 fois mc carré. On divise tout par t pour avoir quelque chose sans dimension, et donc le cosinus de l'angle alpha, donc en fait peut s'exprimer en fonction de l'énergie cinétique, on voit qu'il est égal à 1 sur 1 plus 4 mc carré sur t. Bon, alors... donc voilà effectivement le cosinus de l'angle alpha entre les deux protons après la collision. Ce qui est quand même assez extraordinaire, c'est qu'il s'exprime en fonction de l'énergie cinétique. D'accord. On voit ici que plus l'énergie cinétique est grande, plus ce thème va être petit, plus le cosinus va tendre vers 1. Le cosinus d'un angle qui tend vers 1, bah, ça veut dire que l'angle il est à peu près proche de pi sur 2. Et c'est d'ailleurs la question qui suit. Donc effectivement, donc je vais lire la question. Donc c'est la question 3 et ce sera la dernière question du problème. Donc montrer que l'angle alpha ne s'écarte pas plus de 0,01 radian de sa valeur, déterminée dans le cas d'une collision newtonienne, c'est-à-dire pour une énergie cinétique très faible devant mc carré, à condition que le potentiel accélérateur du proton incident reste inférieur à une valeur limite V0. Calculer cette valeur de potentiel V0 et la vitesse du proton incident correspondant à cette différence de potentiel limite. Ok ? Donc c'est ce que je vous ai dit, hein, l'angle alpha... donc l'angle alpha est l'angle qui est formé par nos deux protons. Bon, génial, c'est pas grave. Bon, en fait, vous le voyez, vous le visualisez très bien, l'angle alpha. On a alpha sur 2, voilà, hop. Donc c'est cet angle alpha. Ben, en fait, on a vu que
Donc si mon énergie cinétique, déjà on le voit intuitivement dans l'équation, hein, ça saute aux yeux. Euh, donc cet angle alpha, il est simplement en fonction de l'énergie cinétique. Lorsque t devient très très grand, ben 4 mc carré sur t, ça devient très petit. Et donc au dénominateur, on peut l'assimiler à 1. On a 1 sur 1, donc le cosinus de l'angle fait 1. Quel est l'angle dans le cosinus et 1? Ben, c'est 90 degrés, c'est pi sur 2. Alors application numérique, effectivement, ce qu'on va vérifier. Alors, les protons incidents sortent d'un accélérateur avec une énergie totale égale à 5 fois mc au carré. Donc, quelle est la valeur de l'angle alpha? Et l'énergie de chacun des protons. Bon. Donc, on a une énergie du faisceau qui est égale à 5 mc carré par hypothèse. Donc, ça, ce sont les expérimentateurs en labo qui font ce qu'ils veulent. Donc, ils peuvent jouer dessus. Hein, d'accord? Or, l'énergie du faisceau incident, c'est la somme de son énergie cinétique grand T plus l'énergie de masse des protons mc au carré. Donc on a déduit que grand T, l'énergie cinétique de mon faisceau incident, doit être égale à 4 fois mc au carré. D'où T', on sait que T' est égal à T sur 2, puisqu'on a vu à la question précédente que l'énergie cinétique transmise par le proton incident qui vient frapper le proton cible va donc se transformer en deux protons, enfin les deux protons vont partir dans une direction séparée par un angle alpha, et que l'énergie cinétique est scindée sur 2. Donc T' c'est T sur 2. Donc ça va être 2 mc au carré. D'accord? À partir de là, on en déduit E', puisque E' c'est égal à T' moins mc carré. Pardon, c'est égal à T' plus mc carré. Donc, puisque l'énergie E' totale est égale à la somme de son énergie cinétique plus l'énergie de masse qui est mc carré. Donc c'est égal à 3 mc carré. Donc on en déduit donc que cosinus alpha qui vaut 1 sur 1 plus 4 mc carré sur T. Si t vaut 4 mc carré, c'est que du cosinus alpha, donc 4 sur mc carré sur 4 mc carré, ça vaut 1. Et donc cosinus alpha, ça vaut 1 sur 1 plus 1, ça vaut 1 demi. Et donc l'angle qui sera formé par en fait les deux particules vaudra pi sur 3, c'est-à-dire 60 degrés. Voilà. Là, T' égale 3 gigaélectronvolts. Alors, effectivement, dans le 3, on nous demande de montrer que cet angle ne s'écarte pas plus de 0,01 radian de sa valeur déterminée dans le cas d'une collision newtonienne, c'est-à-dire pour T, pour une énergie cinétique très inférieure à mc au carré. Puisqu'en fait, dire que V est très inférieur devant C, c'est dire que V au carré c'est très inférieur devant C au carré, c'est dire que mv au carré est très inférieur devant mc carré. Bien. Donc en mécanique classique, donc mc carré sur T est très grand devant 1, et donc on va avoir un dénominateur qui va tendre, on va dire, vers l'infini, hein, dans l'absolu. 1 sur l'infini, ça tend vers 0, on a un cosinus alpha qui est égal à 0. Quel est l'angle dans le cosinus est égal à 0? Ben, pi sur 2. Si on prend par exemple mc carré sur T de l'ordre de 10 puissance 12, ok, ce qui est assez probable hein, pour des vitesses de particules largement inférieures à la vitesse de la lumière, même de l'ordre de 60%, 50%, même 70%, il faudrait faire le calcul. Bon, on aura cos alpha qui vaut à peu près 10 puissance moins 12, puisqu'on va avoir 1 sur 1 plus 10 puissance 12, c'est 10 puissance 12, hein, d'accord. Rajouter 1 10 puissance 12, c'est rien. Donc on a 1 sur 10 puissance 12, c'est-à-dire 10 puissance moins 12, c'est-à-dire 0. Notre énergie cinétique, c'est mc au carré. Donc dans le cas classique, on compare donc mc carré sur mv carré, et dans le cas classique, en fait, on a un angle de 45 degrés. Voilà. Puisque mc carré sur t est très grand devant 1, ça implique effectivement v est très petit devant c, on a un angle de pi sur 2. Donc si on veut que l'angle alpha ne s'écarte pas de plus de 0,01 radian par rapport à pi sur 2, ben on veut que alpha soit strictement supérieur à pi sur 2 moins 1 centième. Quel est le potentiel à donner en ce cas? Alpha plus grand que pi sur 2 moins 1 centième implique que cosinus alpha est plus petit, puisque alpha est une fonction décroissante, le cosinus est une fonction décroissante entre 0 et pi sur 2. Donc cosinus alpha est strictement inférieur à cosinus pi sur 2 moins 1 centième, cos alpha est décroissant. On utilise la formule de trigonométrie qui nous dit que cos a plus b c'est cos a cos b plus sinus a sinus b. Autrement dit, cos de pi sur 2 moins x c'est cosinus pi sur 2 fois cosinus x, plus sinus pi sur 2 fois sinus x, cosinus pi sur 2 c'est 0, sinus pi sur 2 c'est 1, autrement dit cosinus de pi sur 2 moins x c'est sinus x. Alors là je vous ai mis un développement à l'ordre 3, donc un développement limité à l'ordre 3 du sinus. Sinus x c'est x moins x3 sur 3 factoriel à l'ordre 3, pour x très petit devant 1. Donc le cosinus de alpha va être inférieur à 1 centième, et ça va nous donner une valeur maximale sur le voltage.
On va donc avoir que 1 sur 1 plus 4 mc carré sur t doit être inférieur à 1 centième. Autrement dit, après c'est juste de l'algèbre, 1 plus 4 mc carré sur t supérieur à 100. Autrement dit, 4 mc carré sur t supérieur à 99. On en déduit que l'énergie cinétique à fournir au faisceau incident doit être inférieure à 4 mc carré sur 99. Autrement dit, pour une énergie cinétique inférieure à cette valeur-là, on aura effectivement une variation inférieure à 1 centième de l'angle qui sera pi sur 2 formé par nos deux particules. Donc ça me donne effectivement une idée pour mon voltage. V doit être inférieur à 4 mc sur 99, V0. Donc si V est inférieur à V0, donc mes angles de sortie feront un angle de pi sur 2 à 1 millième près. On peut le calculer V, on va obtenir que V est égal à 4 fois 938 mégaélectronvolts, donc c'est du 10 puissance 6 divisé par 99 électrons. Oui, bon d'accord, c'est du 38 fois 10 puissance 6 volts, autrement dit c'est du gigavolt. Dernière question, je crois, ouais. On en a fini avec l'exercice. Donc, quelle est la vitesse du proton incident correspondant à celle de différence de potentiel limite? Eh bien, on va voir que l'énergie cinétique grand T est égale à gamma moins 1 mc carré, d'où T sur mc carré égale gamma moins 1. On en déduit donc que T sur mc carré plus 1 est égal à gamma, c'est-à-dire 1 sur racine de 1 moins V sur C au carré, d'où la racine de 1 moins V sur C au carré est égale à 1 sur 1 plus T sur mc carré, d'où V carré sur C carré est égal à 1 moins 1 sur 1 plus T sur mc carré, d'où V sur C doit être égal à racine de 1 moins 1 sur 1 plus T sur mc au carré. Et donc on fait une application numérique avec 4 mc carré sur T 99 et on va trouver donc que le rapport de V sur C doit être égal à 0,76. Donc il suffit que la vitesse de mes protons incidents soit inférieure à 30% de la vitesse de la lumière et on aura effectivement un angle alpha sensiblement égal à pi sur 2 à un millième près. Et si on augmente effectivement cette vitesse et que de 30% de la vitesse de la lumière, on passe à 40, 50, 60, alpha va effectivement diminuer. Donc c'est évident pour des valeurs encore plus petites, cela sera encore plus proche de pi sur 2. Hein. Donc si V est pour des valeurs encore plus faibles de notre faisceau incident, voilà, on aura un angle alpha plus proche de pi sur 2. Donc voilà pour ces deux exercices qui sont liés à la mécanique relativiste. C'est des exercices que vous pouvez avoir en examen si vous faites de la relativité restreinte, plus ou moins quel que soit votre niveau, licence maîtrise. Bon après tout dépend les filières et tout dépend les sujets d'études. Mais bon, ce sont des exercices qui ont été donnés en partiel, voire même en concours. Hein. Ok, voilà, donc je pense que je vais continuer un peu sur ces exercices de relativité restreinte et ensuite on passera à un autre chapitre.